Hello tout le monde, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois d'octobre et de novembre. Sans plus d'introduction, je pense que vous connaissez le principe. C'est parti. Oui, j'ai une grosse écharpe parce que je me caille. Alors, je vais commencer par de la fiction. J'ai lu Un éclat rouge et je remercie les éditions Calman Levy parce que c'est le premier livre que je reçois en SP, donc service presse, en tant que youtubeuse, donc j'avoue ça m'a fait très très plaisir. C'est donc un livre qui a été écrit par Clémentine Biano, et je pense pas que j'y serais... Enfin, j'en avais pas entendu parler, et je pense pas que moi-même je l'aurais acheté comme ça, mais je pense que la personne qui s'est chargée de me l'envoyer me connaît quand même un petit peu, et que voilà, elle s'est dit que ce genre d'histoire pouvait m'intéresser. Donc dans ce livre, on suit Jeannot, qui a 9 ans, c'est dans les années 50, c'est dans un petit village, et c'est pas un spoil parce que c'est vraiment le début de l'histoire. Jeannot provoque un accident avec la voiture de son père, et son petit frère meurt dans l'accident. Et ce début d'histoire est vraiment tragique et horrible, mais le ton du livre ne l'est pas du tout, parce que l'histoire est racontée à travers les yeux de Jeannot, donc c'est un enfant qui parle et on a vraiment la vision du monde de l'enfant. Et en fait, juste après l'accident, pour le protéger, ses parents, sa mère notamment, lui dit on n'en parle pas, tu ne dis rien. Et en fait, Jeannot devient mutique, donc on suit les aventures de ce petit garçon qui ne dit plus rien, il a son petit carnet dans lequel il répond éventuellement si on lui pose des questions. Et en fait, ça fait un peu... c'est pas de la forme d'une fable, mais c'est un peu... ouais, des aventures d'un petit enfant, et ce côté tragique et vraiment dur, c'est pas du tout le ton de l'histoire. J'ai bien aimé la lecture, c'était facile à lire et j'avais envie d'accompagner Jeannot. Après, c'est pas un coup de cœur de fou, mais j'ai bien aimé. Ensuite, alors celui-ci par contre, coup de cœur de fou, j'ai lu Des corps disponibles de Cécile Thomé. Celui-ci aussi, pardon, on me l'a donné, par contre c'était dans un autre cadre, pour la librairie à Soi, que je salue, à Lyon. Je fais des entretiens avec des autrices, donc forcément il faut que j'ai lu le livre avant de pouvoir poser des questions à l'autrice. Et le sous-titre de ce livre, Des corps disponibles, c'est En quoi la contraception affecte la vie sexuelle hétérosexuelle. Enfin, c'est mieux tourné que ça, mais c'est un peu le sous-titre. Et en le commençant, je me disais que, parlant de contraception, on allait beaucoup parler d'un truc très médical et tout. Et en fait, très très vite dans la lecture, on se rend compte que le sujet de la contraception est beaucoup plus vaste que simplement l'aspect médical. Évidemment, il y a l'aspect médical, mais il y a aussi l'aspect social et sociétal. Donc là, ça commence des années 60, donc avant la légalisation de la contraception. J'ai appris d'ailleurs que ça avait été légalisé en 67. Ça commence avant ça, et puis la révolution, ou en tout cas l'idée reçue que ça a été une révolution de la pilule, puis on arrive sur les années 80, le préservatif, et aujourd'hui les méthodes dites naturelles, je mets des guillemets, si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi. Et donc on a toute cette évolution des mœurs et des habitudes un peu des Français et des Françaises, et par cet angle-là, et ben en fait on voit le fonctionnement du couple, de est-ce qu'on fait l'amour avant le mariage, des habitudes de chacun, de qui décide de quoi, de qui a en charge la contraception, et en fait bah, je pensais savoir des choses, mais déjà j'en ai appris énormément, et il y en a plein dont j'avais jamais entendu parler, d'autres où j'ai, alors pas changé d'avis, mais j'ai eu un regard plus... ça m'a permis d'avoir plus de données pour pouvoir comprendre ou analyser certaines choses. Franchement, c'était passionnant, c'était trop bien, et la rencontre avec Cécile Thomé était trop bien aussi. C'est passionnant de l'écouter, donc voilà, n'hésitez pas à aller lire cet essai. Ça fait pas du tout universitaire, c'est très facile à lire. Notamment, il y a beaucoup de témoignages, parce que ça se base sur des recherches, des statistiques, mais aussi des interrogatoires, n'importe quoi, sur des témoignages et des questions qu'elle a posées à plein de gens. Donc il y a beaucoup de parties en italique où c'est du français très parlé. Alors il y a d'autres témoignages des années 60 où là on sent que ça a bien vieilli, on est bien dans le jus des années 60, mais il y en a aussi d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai lu Le cœur synthétique de Chloé Delhomme. Celui-ci, c'est un livre qu'on m'a offert, c'est très petit, très fin, très rapide à lire, et malheureusement je peux pas dire que j'ai accroché plus que ça. J'ai pas détesté, mais bon, je l'ai lu sans passion.
comme c'était assez rapide, bon bah c'est passé assez vite, et je me suis rendu compte, j'en ai parlé pas très longtemps après, peut-être une semaine ou 10 jours avec la personne qui me l'avait offert, et je me suis rendu compte que j'avais déjà oublié pas mal de détails, ça m'a pas vraiment marqué, et en fait, alors il faut que je vous parle de quoi ça parle quand même, on suit la narratrice, elle a la petite cinquantaine, me semble-t-il, genre 47 ou 48 ans, et elle le vit pas très bien, et donc c'est une période pas hyper joyeuse, et voilà, c'est pas la dépression complète, mais c'est voilà, c'est un peu, je sais pas, un peu lourd. Et en fait, moi je l'ai ressenti comme ça aussi. C'était trop, je sais pas, un peu peut-être un peu trop lourd pour moi, ou un peu plombant, ou un peu, je sais pas, je suis pas rentrée dedans. Il y a quand même un peu ses copines et l'histoire d'amitié sur la dernière partie qui arrive un petit peu, mais j'ai pas accroché, alors que je connais plein de monde qui adore, donc voilà, c'était la première fois que je lisais Chloé Delhomme, et sans plus pour moi. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Bien sûr que les poissons ont froid, de Fanny Ruvet, et alors celui-ci, c'était cool parce que c'était pour un cercle de lecture que j'animais sur le thème feel good, drôle ou joyeux. Et en regardant ma bibliothèque, je m'étais dit, bon bah des feel good, j'en ai pas beaucoup, donc je l'ai acheté exprès, c'était un coup de cœur de la librairie, donc la libraire à soi, et en retournant, je sais plus, sur la couverture, je crois, il y a marqué c'est très drôle, ha ha ha. Donc je me suis jetée à l'eau et je l'ai acheté, comme il est en poche, il était pas très cher. Et en fait, effectivement, c'était assez rigolo, je me suis entendue rigoler tout fort plusieurs fois. L'histoire est sympathique, après c'est pas l'histoire du siècle, mais c'est dit de telle façon que c'est assez drôle, et j'ai réalisé à la fin, je connaissais pas son nom, j'avais déjà vu sa tête mais je connaissais pas son nom, que Fanny Ruvet est une humoriste belge, et que voilà, c'est son métier d'avoir des petites punchlines, de faire des... Notamment dans ses notes de bas de page, elle fait des petits clins d'œil et des petites mises en abîme qui sont assez rigolotes. C'était très agréable à lire. Donc l'histoire, c'est la narratrice qui raconte que il y a, quand elle était jeune, donc il y a 15 ans je crois, elle avait eu des échanges très longs pendant un an avec un garçon qui s'appelle Nour, en ligne sur les ancêtres du chat en ligne, genre un MSN, truc comme ça, et qu'en fait elle avait plus jamais eu de nouvelles, ça faisait 10 ans qu'elle savait pas du tout ce qu'était devenu Nour, et elle se posait un peu des questions, elle voulait le retrouver, ne serait-ce que sur internet, pour savoir ce qu'il était devenu, et qu'elle n'y arrivait pas du tout. Et donc on suit un peu son enquête, mais c'est pas tout est pas sur l'enquête, il y a aussi un peu un pote qui l'aide à faire cette enquête, après on fait un peu des sauts dans son passé, on repart, enfin il y a plein de choses, pas vraiment une enquête policière ou un truc comme ça, c'est voilà une tranche de vie qui est racontée de façon assez rigolote. Si vous avez envie d'une lecture tranquillou, facile et rigolote, bah franchement il est cool. Ensuite, en BD, j'ai lu chez des amis Sacrée Sorcière. C'est une histoire de Roald Dahl. Donc Roald Dahl, c'est celui qui a écrit notamment Charlie et la chocolaterie et plein d'autres histoires. Et là, c'est une adaptation en BD par Pénélope Bagieux. Je n'avais jamais entendu parler de cette BD. Pourtant, j'aime bien Pénélope Bagieux, mais je connaissais pas du tout, et je connaissais pas du tout l'histoire. J'ai bien aimé la lecture. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui ses parents sont morts dans un accident de voiture, et c'est sa grand-mère qui va s'occuper de lui. Et la grand-mère, alors pour moi, elle fait tout le sel de l'histoire de cette BD, parce qu'elle est géniale. C'est une grand-mère un peu, si vous connaissez La Nounou d'Enfer qui est passée il y a quelques années sur M6, Fran Fine, elle avait une grand-mère qui s'appelait Yetta. Donc Yetta avait 90 ans, des lunettes qu'on appelle cul de bouteille comme ça, elle fumait, elle était en legging léopard, avec 12 000 bijoux, et un peu toujours très maquillée, très sans filtre, on va dire. Et bah là, c'est un petit peu le même style de grand-mère, et la façon dont elle est dessinée, c'est trop mignon. Elle a, pareil, ses énormes yeux derrière ses lunettes, et puis quand elle les enlève, ses yeux sont tout petits. Elle a un méga brushing, pareil, elle est très maquillée, elle a tout le temps son cigare, sa clope au bec, mais c'est des cigares qu'elle fume, et c'est très mignon, et les personnages sont très attachants. Il y a une histoire de sorcière qui détestent les enfants et qui veulent... voilà, alors moi, l'histoire des sorcières, c'était sympa, mais c'était presque un peu secondaire pour moi, c'était vraiment le lien entre cette grand-mère et son petit-fils que j'ai trouvé vraiment super mignon, super attachant. Le petit garçon est trop chou, la grand-mère est trop chou avec lui, c'est très mignon, ça se lit très facilement, c'est rigolo aussi, et ça fait plaisir de voir une grand-mère comme ça un peu dans une BD.
Ensuite, j'ai lu toujours en BD La fille dans l'écran de Lou Luby et Manon Desvaux. Celui-là, ça fait un moment que je voulais le lire parce que Lou Luby, je vous en ai déjà parlé pour sa BD Racine que j'ai adoré. Et La fille dans l'écran, je peux dire qu'elle rejoint Racine dans mes coups de cœur. Franchement, j'ai trop aimé. Donc là, c'est rigolo parce que je crois pas que j'avais déjà lu une BD comme ça. En fait, c'est une collaboration. La page de gauche, c'est Manon Desvaux et la page de droite, c'est Lou Luby. Et elles parlent chacune d'un personnage qui vont se rencontrer par internet, donc on voit les messages qu'elles s'écrivent, et puis après il y a des jeux, je vous dis pas, mais elles dessinent pas de la même façon. Par exemple, à gauche, bah, c'est toujours en noir et blanc, et à droite, il y a de la couleur. Et donc, évidemment, il y a un jeu sur comment ça se répond, quand les gens se rencontrent, qu'est-ce que ça devient, et tout ça. Et c'est très joli, c'est sur, en plus, l'univers des artistes. Là, on a une illustratrice et une photographe, et qui, au départ, elles se contactent pour le travail. Je vous en dis pas trop, mais c'est très joli, et vraiment, je vous dis, coup de cœur. Ensuite, en audiobook, j'ai écouté The Bookbinder of Jericho, et en français, il s'appelle La relieuse de livres, je crois, de Pip Williams. J'avais lu, il y a quelques mois, de Pip Williams aussi, le dictionnaire des mots perdus, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci est bien aussi, ça se passe un peu dans le même cadre, c'est-à-dire que c'est la même ville, et surtout, il y a des personnages du premier qu'on recroise vite fait, mais qu'on recroise quand même dans celui-ci, donc ça m'a fait plaisir de les retrouver un tout petit peu, même si c'était un peu léger. Si vous avez pas lu le premier, ça vous spoil pas énormément, parce que ce qu'on apprend dans le deuxième, en fait, c'est pas le cœur de l'histoire, c'est un peu des détails, mais c'est pas le plus important, donc vous pouvez les lire dans les deux ordres, mais bon, c'est quand même un peu plus logique si vous lisez d'abord le dictionnaire des mots perdus. Et donc ça se passe au 19e, ou tout début 20e, puisque c'est la Première Guerre mondiale. On est avec des relieuses, donc qui font des reliures de livres à la main, à Jericho, qui est un quartier de Oxford, et ben c'est le début de la guerre, donc il y a la mobilisation, donc dans l'imprimerie, bah, il y a tous les garçons qui s'occupent de l'impression et toutes les filles qui s'occupent de la reliure. Les garçons partent les uns après les autres se battre pour la guerre, ils partent au front. Il y a aussi l'arrivée de réfugiés, notamment de Belgique. Il y a un personnage qui va dans les hôpitaux, qui va soigner. Alors des fois c'est des Allemands, des fois c'est des Anglais, des fois c'est des soldats de toutes les nationalités. Et la narratrice, enfin le personnage principal, c'est donc Peggy, qui a une sœur jumelle qui s'appelle Maud, et elles travaillent toutes les deux à la reliure. Et Maud, depuis qu'elle est toute petite, elle est un peu, on va dire, en décalage. Je pense qu'aujourd'hui, on dirait qu'elle est peut-être neurodivergente. C'est pas expliqué exactement en quoi, mais voilà, Peggy veille sur elle depuis que leur mère est morte quand elles avaient 17 ans. Et on suit ce parcours à travers la guerre, la gestion du travail, la gestion de l'absence des autres et tout ça. Et en fait, on est très... je trouve que elle réussit très bien, Pip Williams, à créer cet univers. On est vraiment avec elle, elles habitent sur une petite péniche, c'est très joli, c'est très mignon. Il y a plein de choses sur les femmes qui font des études, pas d'études, qu'est-ce qu'on leur permet de faire, elles n'ont pas le droit d'aller à la bibliothèque, etc. Elles peuvent relier des livres mais pas en lire, enfin, il y a plein de questions comme ça qui sont très intéressantes. Je pense que j'ai préféré le premier, mais je me demande si c'est pas le genre de livre où le premier qu'on lit, c'est celui qu'on préfère. J'ai pas croisé de gens qui avaient lu le deuxième, puis le premier, donc à voir, mais c'était très chouette aussi, très joli. Ensuite, j'ai lu j'ai écouté, pardon, The Divorces de Rowan, je sais pas comment ça se prononce son nom, j'ai envie de dire Board, I don't know. Alors là, au final, je pense que j'ai été un peu déçue, parce que le début m'a tellement plu, je m'attendais à un truc trop bien, et ça c'est un peu... Je sais pas, ça m'a pas emporté autant que j'aurais cru au départ. Donc l'histoire, et je pense qu'il est pas sorti en français en plus, mais bon, je vous raconte quand même vite fait. La couverture était trop jolie. J'aime beaucoup l'image de cette couverture. Et donc dans The Divorces, on est dans les années 50 aux États-Unis, et on suit une jeune fille qui a 22 ans et qui veut divorcer. À cette époque, les années 50, c'est vraiment le boom des mariages. En gros, on passe le bac et on se marie direct. Pour les filles en tout cas, les garçons c'est quelques années plus tard, mais pas beaucoup plus vieux. Et divorcer, c'est la honte, en tout cas dans la famille de la narratrice, c'est
Bah c'est ça, c'est la honte, on veut plus jamais te voir, on va te mettre dans... faut que tu te remaries tout de suite après, surtout que t'en parles à personne, que ce soit un énorme secret, la réputation, tout ça, c'est mal. Et c'est des jeunes filles qu'on suit qui sont plutôt de familles assez riches, et son père l'envoie dans ce qu'on appelle une ferme, un ranch, au Nevada, parce que au Nevada, il y a une loi qui fait que le divorce est un peu facilité, on va dire. Et donc, il y a des fermes, des ranchs qui sont ouverts, où, comme il faut être résident du Nevada depuis 6 semaines pour avoir le droit de divorcer un peu plus facilement, et ben les ranchs accueillent ces jeunes filles de tout le pays pendant 6 semaines, témoignent que oui, oui, ça fait 6 semaines qu'elles sont là, et le divorce est alors prononcé. Et donc on suit Loïs qui arrive dans ce ranch en même temps que, je sais plus, elles sont 7 ou 8 autres pensionnaires, on va dire, temporaires pour divorcer après. Et donc on est dans les années 50, donc il y a vraiment toute l'ambiance brushing, le rouge à lèvres bien rouge, les tenues, enfin on est quand même bien là-dedans. Et bah, je pensais que ça allait être un truc... Je sais pas, je sais pas quelle histoire je m'étais faite, mais je pensais qu'il y aurait peut-être un truc d'émancipation de fou et tout. Et il y a un peu ça, mais je sais pas, il y a des personnages qui sont un peu ambivalents. La deuxième moitié m'a moins... Le dernier quart surtout, on va dire, m'a moins emballé. Donc ça reste une lecture sympa, mais je lui aurais fait prendre une autre direction, c'est horrible de dire ça, genre j'aurais fait mieux. Non, j'aurais pas fait mieux, mais j'étais un peu déçue par rapport à l'image et aux attentes. En fait, on m'avait rien dit, mais le début était tellement cool que bah, je m'attendais à être emportée sur tout le long, et en fait non. Et ensuite, ah oui, il y en a un, alors que je n'ai pas du tout fini, et j'ai même, au bout du premier chapitre, j'ai arrêté complètement, mais volontairement, c'était pas par manque d'intérêt, c'est que j'ai senti que le sujet n'était vraiment pas pour moi. En fait, c'est un livre que j'avais pris parce que pendant les 3 semaines où j'ai été sur TikTok, j'avais vu passer des vidéos de filles qui se lisaient qui se filmaient en train de le lire, et en pleurant, genre en mode « Oh, c'est tellement beau cette histoire et tout ». Et je commence le livre, et en fait, dans le premier chapitre, donc je vais mentionner enfin pas des suicides, des envies suicidaires, on va dire, des dépressions. Dans le premier chapitre, on est dans un lycée, et il y a un jeune homme qui est en haut d'une tour. Bon, on comprend qu'il a un peu envie de sauter. Et en fait, à ce moment-là, il y a une autre jeune fille qui arrive aussi en haut de la tour, ça le perturbe un petit peu. Et dans leur... voilà, ils échangent quelques mots, ils descendent ils s'encouragent chacun à descendre un peu, c'est vaguement ça le premier chapitre. Et en fait, je sais pas, déjà dans ce petit chapitre, je me suis dit, oulala, je connais pas la fin et je ne veux pas la savoir, mais je me suis dit, à tous les coups, il y en a un qui va aller mieux et pas l'autre, et ça va être horrible, et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'étais là, non, en fait, et je savais que ça ferait pleurer vu que j'avais vu la vidéo TikTok, mais je pensais pas que c'était ce genre d'histoire, et je me suis dit pas envie de lire ça. Donc j'ai arrêté très vite et je vais le donner. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser, j'attends avec impatience vos recommandations comme d'habitude, qu'est-ce qui vous a plu ce mois-ci, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et puis je vous dis à la semaine prochaine, passez une super journée et à très vite, ciao.